Bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Donc, je vais partager mon écran. Donc, on est aujourd'hui dans ce webinaire pour discuter de comment mesurer l'impact environnemental et la performance d'une application mobile. Donc, c'est un peu particulier. Effectivement, vous avez peut-être entendu parler de la sobriété dans le web, la sobriété de façon globale. Le sondage le dira ou pas. Mais là, c'est de se focaliser sur l'usine logicielle. Donc, moi, je suis Olivier Philippot. Je suis cofondateur de GreenSpector. J'interviens sur la direction technique et la roadmap de l'outil et aussi l'expertise sur la sobriété. Cette session, elle doit être interactive. N'hésitez pas à poser une question. Kimberley, là, qui m'assiste, retransmettra aussi les questions. Le sondage, on va y revenir aussi. Permet aussi de voir des choses. Et donc, GreenSpector, nous, on intervient dans la sobriété depuis 10 ans. Voilà, depuis 10 ans, on a commencé des projets de R&D, des accompagnements sur la sobriété, sur le Green IT. Et au fur et à mesure, on a travaillé et on s'est transformé en un éditeur. On édite un logiciel qui s'appelle GreenSpector, qui permet de mesurer la performance et la sobriété des applications mobiles, des sites web, et donc on intervient pour différents types d'équipes. Donc on a deux modes d'intervention, soit on opère l'outil pour nos clients, soit c'est le client qui opère l'outil s'il se sent prêt. Donc tout ça fait qu'on a un retour aussi d'expérience sur la sobriété et qu'on se permet d'en parler, de dire effectivement quelles sont les bonnes pratiques pour déployer la sobriété et mesurer les applications mobiles. Au-delà de ça, pour introduire peut-être pour les personnes qui ne connaîtraient pas la sobriété, on a un impact du numérique qui est non négligeable. Les études montrent qu'on est entre 3 et 4% de l'impact global des émissions de gaz à effet de serre. Si on prend d'autres métriques, que ce soit la consommation d'énergie ou d'autres métriques environnementales, on a cet impact qui est fort et qui est en constante évolution, qui diminue pas, au mieux qui peut être sobre, qui peut être stable si on a la sobriété, mais les projections sont là. Alors pourquoi on est sur cette projection ? Parce que on a des usages qui sont en croissance, de plus en plus de devices, de plus en plus d'utilisateurs, des nouveaux usages aussi qui font que pour un utilisateur, on va utiliser beaucoup plus ces solutions. On numérise beaucoup de services. Après, on peut discuter du bien fondé de la numérisation de ces services, mais en tout cas, on y va. Donc, tout ça, cumulé avec le nombre d'utilisateurs grandissants et les usages, on va créer un impact qui est fort. Et pourquoi cet impact est fort ? Si on revient sur le monde du mobile, mais qui est un peu représentatif de ce qu'on trouve dans le numérique, on va avoir cette notion d'analyse du cycle de vie. L'analyse du cycle de vie, à quoi ça sert ? Ça sert à positionner sur différentes métriques environnementales où est l'impact de nos solutions. Et là, on voit sur un smartphone c'est une ACV de Fairphone, mais on voit aussi des chiffres ici d'iPhone. L'impact, par exemple, on va le regarder sur la production, c'est-à-dire comment on extrait les matières premières, comment on les transforme pour faire des circuits électroniques, et après comment on fabrique les téléphones, et après comment on utilise le téléphone, comment on le transporte et comment on le met à disposition. Ce qu'on voit, l'impact, il est principalement dans la phase de fabrication. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre téléphone ou votre matériel qui rentre chez vous, vous avez une dette environnementale.
Donc là, on pourrait se dire, OK, on s'arrête là parce que nous, notre métier, c'est du logiciel. Donc, on n'est pas, on rentre pas dans cette problématique parce que c'est les fabricants, c'est les utilisateurs qui doivent prolonger le matériel. Sauf que la problématique, elle est pas si simple. On a, en tant qu'éditeur, en tant de solution, en tant que concepteur d'applications, un impact parce que on va, par exemple, faire des applications mobiles qui demandent d'avoir un OS qui est élevé. On va avoir des solutions qui ne fonctionnent pas en 3G, en 2G, et donc qui vont exclure des personnes et qui vont faire que ces personnes vont vouloir renouveler le téléphone. On a des solutions qui sont obèses et donc qui vont faire que l'utilisateur va avoir un sentiment de lenteur de son application, mais il va pas se dire c'est son application, c'est le téléphone, donc il va le recharger. Et on a aussi un lien, et c'est nous, c'est sur on travaille aussi sur ça, sur l'énergie, parce que l'énergie dans les smartphones, on les stocke sur des batteries, et les batteries, c'est des consommables. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de cycles de charge et de décharge, ces batteries vont être usées, et donc l'utilisateur va au mieux rechanger sa batterie. Au pire, il va changer son téléphone. Et donc, on va créer une pression. On voit bien qu'on crée une pression sur cette phase de fabrication. Et c'est ça qu'on va essayer de traiter. C'est réduire la pression sur le matériel en faisant qu'on ait des applications qui soient sobres, qui effectivement consomment moins en usage pour l'énergie primaire, mais aussi ne créent pas cette pression sur le matériel. Pression encore plus forte et importante qu'on a des devices qui sont technologiques. Et on voit, on a presque le tableau complet de Mendeleïev. Les batteries, voilà, il y a pas que du lithium, hein, il y a aussi d'autres substances. Il y a tous les composants. Voilà, on est sur un produit technologique. Et donc, cette pression sur le matériel, au-delà aussi de l'impact juste CO2 sur lequel on travaille beaucoup et où on entend beaucoup de communication, il y a ces éléments-là, avec aussi d'autres criticités, c'est-à-dire que c'est des éléments qui sont critiques, qui ont des durées de vie et des réserves limitées, mais aussi qui créent d'autres problématiques, des problématiques de géopolitique, parce que certaines substances sont très compliquées à extraire. Donc voilà, donc on doit faire attention quand on est dans ce milieu du numérique à toute cette problématique, et d'autant plus qu'on a des utilisateurs qui sont encore plus exigeants sur les besoins. C'est-à-dire que ils veulent des applications qui soient rapides, qui soient disponibles tout le temps. Il y a sur la batterie et l'énergie, il y a un stress de voilà, j'ai pas mon chargeur, j'ai plus de batterie, et donc j'ai plus de service. Et donc cette pression, elle est aussi forte, et elle est un peu antinomique par rapport à ces problématiques environnementales. Donc il faut mêler ces deux choses et ça renforce ce besoin de sobriété. Un petit switch sur peut-être sur le sondage, pour effectivement, je le partage comme ça, mais vous le voyez, sur la sobriété, effectivement, cette problématique est qu'il y a 10 ans, quand on a commencé, c'était vraiment quelque chose on va dire, d'exotique. Certains riaient, en fait, quand on parlait de sobriété numérique. Maintenant, on en rit un peu moins, et tant mieux, en fait, tant mieux, parce que effectivement, c'est quelque chose qui est nécessaire et qu'il faut traiter dans notre métier. Est-ce que vous avez l'impression que votre organisation a initié une démarche sur le nombre de votants? C'est mitigé. C'est-à-dire que effectivement, on commence, vu qu'on en parle beaucoup, on initie des démarches. On initie des démarches qui peuvent être différentes. Ça peut être de la formation, ça peut être de la mesure, ça peut être des bonnes pratiques. Donc voilà, on commence à y aller. Après, on ne sait pas trop comment y aller, mais on commence à y aller. Et donc ça, c'est vrai que si on regardait un peu il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, on ne serait pas sur les mêmes tendances. Donc c'est plutôt positif. Vous-même, là, vous pensez avoir initié une action de sobriété, donc c'est déjà très bien. Excusez-moi, c'est déjà très bien.
Et après, quand on revient sur, et c'est une chose importante, avez-vous initié sur ces actions-là, est-ce que vous avez des retours chiffrés? Et là, on voit qu'il y a aucune personne qui a des retours chiffrés. Et ça, c'est un peu, c'est notre credo, c'est la mesure en fait. C'est la mesure et cette rétroaction parce qu'effectivement, on est dans une phase de cette sobriété où tout le monde, on va dire, il y a une grande partie des personnes qui sont convaincues. Il peut y avoir des réfractaires ou des gens qui ne sont pas convaincus et qui, on verra, croient en d'autres choses et en la technologie en disant la technologie va résoudre des choses. Mais dans tous les cas, on y va et on applique des bonnes pratiques, on applique des choses, des formations. Par contre, on n'a pas de retour. Et c'est important, en fait, dans cet aspect, ce développement durable, dans le développement durable, d'avoir ces rétroactions. Parce que sinon, on va s'essouffler. On va faire des actions. Et comme on n'a pas de retour sur est-ce qu'on gagne de l'énergie, est-ce qu'on gagne en réduit en CO2, est-ce qu'on on réduit des métriques, on va s'essouffler et on va peut-être aussi aller pas dans la bonne direction. Parce que c'est-à-dire que si on ne fait pas de rétroaction, et on voit bien, on est dans que ça soit, on voit le rapport du GIEC ou des choses comme ça, ces chiffres-là, on est dans une rétroaction. On a les chiffres et on agit en fonction de ces chiffres. Et donc, dans le monde du numérique, on doit exactement être dans la même démarche. Donc, nous, on a fait de la R&D depuis 10 ans dans ce sens-là. On a commencé sur des bonnes pratiques. Donc, les bonnes pratiques sont nécessaires. Après, la mesure est importante et il faut l'appliquer. Et on voit il y a des solutions de mesure qui sortent aussi, et donc c'est très bien. On a des concurrents, on a des gens qui fournissent de la mesure, et c'est plutôt positif parce que ça veut dire que si on se mesure, on va pouvoir un peu agir. Un peu sur la terminologie et le titre, une petite parenthèse sur la terminologie. Le titre, c'est mesurer la performance et l'empreinte environnementale, et c'est un peu faux en fait. C'est-à-dire que pour bien comprendre aussi ce qu'on fait et ce qu'on doit faire, n'importe qui, hein, quand on évalue l'empreinte environnementale. C'est-à-dire qu'on ne va jamais mesurer cette empreinte environnementale. Il n'y a pas d'outil de mesure purement qui mesure les métriques. Par contre, on va mesurer des métriques techniques, des choses qu'on a l'habitude de voir dans le monde du numérique depuis très longtemps, hein, du CPU, des data, un peu moins depuis longtemps, enfin l'énergie est une nouvelle métrique, mais en tout cas, c'est des métriques qui sont primaires, qui sont miroirs, on va les appeler miroirs, et qui vont permettre, via des facteurs d'émission, de projeter et d'évaluer l'empreinte environnementale. Donc, c'est important d'avoir cette terminologie parce que justement, on comprend mieux et on verra sur la précision, sur la cohérence des mesures ou la précision des évaluations. C'est important de bien faire cette distinction. On peut s'arrêter à la mesure, dire qu'on mesure des données primaires, des données miroirs, et dire on s'améliore sur ces métriques-là. C'est déjà une bonne pratique. Dire je mesure le CPU et les data de ma solution et je m'améliore sur réduire ces métriques-là, c'est déjà un pas. Et après, l'autre pas, c'est de transformer ces métriques en métriques environnementales. Mais déjà, ce step 1 est nécessaire et on voit qu'il y a déjà des outils qui existent qui permettent dans les IDE, dans les chaînes de monitoring, de monitorer ça. Et ça, c'est déjà un premier pas. Comment on va évaluer l'empreinte environnementale et systématiquement, là, on vous montre la solution GreenSpector, mais n'importe quelle solution part sur une mesure, ou doit partir sur une mesure, et on verra, la mesure peut être plus ou moins précise. Ce qu'on va faire, nous, c'est on va mesurer un parcours utilisateur, parce que le parcours utilisateur va permettre d'avoir ces métriques. Je vais faire un parcours utilisateur sur des terminaux réels, et donc on va mesurer l'énergie, les données, et on va transformer ça via des facteurs d'émission en une empreinte unitaire. Donc des facteurs d'émission, c'est pour 1 watt ou 1 milliampère consommé sur le téléphone, c'est équivalent en termes de CO2 à temps. Voilà. Et ce qu'on va faire, nous, on va faire une projection sur l'impact du réseau et une projection aussi en fonction des requêtes, des données et de la complexité de l'infrastructure, de l'impact du data center.
il y a des solutions qui permettent de mesurer plus précisément côté data center. Voilà, on peut citer, il y a Scaphandre avec Hublot, en fait, voilà, qui mesure ça. On a EasyVert, qui sont des solutions qui mesurent cette partie. Nous, on va dire, c'est pas notre expertise, et donc on fait une projection. Donc déjà, voilà, on aura une précision qui est plus faible sur le data center, mais en tout cas plus importante sur le parcours utilisateur. Quand on va mesurer l'impact environnemental d'une solution, on va avoir différentes métriques. On entend parler, et là c'est les métriques que nous on mesure, mais si on prend l'ISO 14000 qui définit comment mesurer l'impact, comment faire une ACV, on doit être multicritère, c'est-à-dire qu'on ne doit pas évaluer un critère. On évalue, il y a des termes, il y a l'eutrophisation de l'eau, il y a plein l'acidification des terres, enfin c'est inversé, excusez-moi, mais on a plein de termes chimiques et qui vont définir ça. Et quand on fait une analyse du cycle de vie global d'un service, on doit en prendre plusieurs métriques. Nous, ce qu'on fait, comme on les mesure automatiquement, on en a choisi certains qui sont pas forcément dans le 14000, qui sont les gaz à effet de serre. Voilà, qui sont assez connus, mais aussi l'empreinte eau, c'est-à-dire que pour fabriquer une puce ou un téléphone, on va utiliser de l'eau et c'est une ressource aussi critique. Et cet indicateur va prendre la consommation en eau, mais en eau bleue, et aussi la quantité de polluants utilisés, c'est l'eau grise. Donc ça, c'est quand même important parce que c'est l'eau et il n'y a pas que le CO2 et l'eau, c'est une ressource aussi critique. L'occupation des sols aussi peut être mesurée, c'est-à-dire que pareil, toujours pour fabriquer du matériel informatique et donc directement quand on utilise une application, on va avoir cette pression-là. On a une occupation des sols, c'est-à-dire que pour fabriquer une puce, on a tant de centimètres carrés de surface qui pendant un an va être mobilisée. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, cette surface de terre ne va pas pouvoir être utilisée pour faire de l'agriculture, va avoir un impact sur la biodiversité. Donc, c'est aussi une métrique qui est parlante. Donc ça, on a choisi ces métriques-là, mais on peut en rajouter, bien sûr, quand on évalue l'impact environnemental. Après, avoir trop de métriques, on va avoir une complexité d'analyse de ces métriques, donc il faut aussi en choisir. Quand on va évaluer aussi un service numérique et une application, on va se focaliser on va se dire quelles sont les phases qu'on prend. Et donc, on divise généralement en tiers, les 3 tiers qui sont le terminal, le réseau et le serveur. Et pareil, à l'intérieur de ça, on va regarder quelles sont les phases, les impacts qu'on prend. Là, en noir, vous voyez ce qu'on prend. C'est-à-dire que côté terminal, on va prendre presque tout. Côté serveur, on prend tout. Pourquoi on ne prend pas la fin de vie? Parce qu'on n'a pas assez de données fiables. Pareil sur le réseau. En fait, actuellement, il n'y a aucun modèle que vous trouverez sur, à ma connaissance, mais on a fait de la bibliographie et si vous en avez, on est intéressé. Mais en fait, les données qui circulent sur l'impact du réseau sont uniquement sur l'usage. Et on en a beaucoup parlé avec le Shift Project, avec l'intensité Internet, c'est-à-dire que faire transiter X gigas de données prend en compte tant de kilowattheures et donc tant de CO2. Prendre l'impact de la fabrication du réseau Internet, de l'infrastructure d'Orange, de Free et tout ça, c'est des chiffres qui n'existent pas en fait ou qui sont pas publiés et qui sont aussi durs à affecter sur un usage. Mais voilà. Ça vient, ça évolue. En fait, il y a des réglementations, il y a des choses, il y a des rapports RSE des gens qui font l'infrastructure qui permettent d'avoir ces chiffres-là. Donc là, en fait, ça permet de se dire, quand on a des métriques, quand on voit des métriques sur l'impact du numérique, faut se poser la question, quelle est la phase qu'est-ce qui est pris en compte? Quel est le tiers qui est pris en compte? Est-ce que tous les tiers sont pris en compte? Est-ce que toutes les phases de vie du matériel sont pris en compte? Parce qu'on peut aussi comparer des choses qui sont non comparables. C'est-à-dire que si on prend uniquement l'usage, on écarte une grosse partie. Petite parenthèse aussi, c'est souvent une question qui existe, qui apparaît, c'est où est l'impact? Est-ce que c'est côté serveur? Est-ce que c'est côté terminal? Est-ce que c'est des côtés réseau? Ça, c'est par rapport à notre modèle, mais on a des chiffres qui
qui se retrouve dans d'autres études. C'est-à-dire que l'impact principal, il est côté terminal. Côté serveur, effectivement, c'est souvent visible parce qu'on parle beaucoup de l'impact des data centers, la consommation d'énergie. C'est des choses qui sont mutualisées, on va dire, côté serveur. Pourquoi? Parce que voilà, on va faire le matériel à une durée de vie plus longue. On fait attention à cette mutualisation. Je ne dis pas que il n'y a pas encore du travail qui est à faire côté serveur, mais dans tous les cas, quand on fait des analyses de cycle de vie de services numériques, on voit que l'impact il est beaucoup plus côté terminal parce que on a vu le terminal a un impact non négligeable. Il est renouvelé parfois, enfin souvent, et puis il est non mutualisé. Et là, effectivement, le réseau aussi, là, dans cette projection là, elle est faite, mais peut être équivalent au serveur. Si on est sur la vidéo, effectivement, on aura un impact un peu plus fort sur le réseau, mais qui ne rejoindra pas le terminal. Donc, c'est aussi, nous, ça justifie aussi la R&D qu'on a faite, c'est de dire, effectivement, la problématique, elle est principalement, si on veut chercher les gros cailloux sur le terminal. Donc, il y a énormément de choses à faire côté terminal. Il faut faire attention à ne pas se focaliser uniquement sur le serveur et dire le terminal, c'est du scope 3, c'est l'utilisateur, c'est pas notre problématique. Non, là, si on regarde de façon globale la problématique d'une application mobile, elle va être aussi beaucoup côté utilisateur. Un petit mot, parce que là, vous voyez sur les chiffres, on a mis des barres qui sont de la tolérance, et on voit qu'on est sur des tolérances qui sont importantes. On préfère les afficher, on les calcule, et ça fait partie de notre R&D, c'est de dire, parce qu'actuellement, les chiffres sur l'impact du numérique sont... il y a beaucoup de chiffres qui sortent, mais il n'y a pas beaucoup d'informations sur les précisions, sur les méthodes de calcul. Il n'y a aucun chiffre qui vous dit, voilà, c'est un impact à plus ou moins 100%, 50%. Et malheureusement, vu qu'on manque de mesures dans le monde du numérique, on manque de facteurs d'émission, on a au final des chiffres qui peuvent être, et ce qu'on met, c'est peu fidèle, peu juste. Donc, on travaille sur ça. On travaille sur ça et on a des méthodes de calcul de propagation qui permettent de mesurer cette justesse. Et elle est toujours améliorable. Elle sera tout le temps améliorable. Par contre, il faut faire attention effectivement aux chiffres qu'on voit, parce que quand on regarde des modèles qui sont basés sur juste des datas, en fait, le modèle n'est pas bon. En fait, l'impact du numérique, c'est pas parce que j'émets des datas que je vais polluer. En fait, sur un téléphone, oui, les datas vont avoir un impact, mais par contre, il va avoir des scripts qui vont tourner et ça va être à évaluer et les datas vont pas être représentatives de ça. Donc, on voit là, on a un exemple. Un modèle qui est basé uniquement sur les datas va être totalement faux. Donc, c'est vraiment important de traiter ça et c'est pas dire nous, un inspecteur, on fait mieux que les autres, c'est que le monde de la sobriété numérique et on doit s'améliorer sur ça parce que on risque de faire travailler les équipes sur des problématiques qui ne sont pas les bonnes en fait. Et au final, on va pas résoudre cette problématique de sobriété numérique. Si on doit mesurer une solution, comment on peut faire ? Si on est par exemple sur le web, on va juste lancer une URL et on va évaluer l'URL. Ce qu'on fait, et sur les applications mobiles, c'est pareil, c'est on va aller un peu plus loin parce que la sobriété, elle n'est pas que sur le chargement. Donc là, ce qu'on a dans l'outil, nous, on a travaillé sur effectivement le chargement des solutions, mais aussi regarder ce qui se passe après. C'est l'inactivité en premier plan. Quand mon application est en premier plan, est-ce que j'ai des scripts qui tournent? Est-ce que j'ai des animations? Parce que l'utilisateur, il va être souvent dans cet état-là. Quand je mets en arrière-plan l'application, est-ce que pareil, j'ai des scripts? Est-ce que j'ai des choses qui fonctionnent? Et on voit qu'on va plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire dans le monde du numérique, c'est de mesurer uniquement le chargement, les temps de chargement. Il faut aller plus loin. Donc, ces scripts sur étagère nous permettent d'évaluer très rapidement une application. Après, dans un deuxième temps, si on veut être représentatif de l'impact d'un utilisateur, il va falloir faire le parcours de l'utilisateur.
Donc, ce qu'on a développé, c'est des tests via des langages simplifiés. On va scroller en bas de la page, on va cliquer sur un élément, on va attendre un élément. Et tout ça va permettre de faire ce parcours utilisateur, de l'exécuter sur des devices et d'avoir une mesure précise de l'énergie, de la consommation de ressources de ce parcours. Et c'est bien ça qui est important, parce que si on ne fait pas ça, on mesure des choses qui ne sont pas représentatives. Si on mesure juste le chargement de l'application, effectivement, on a une représentativité, mais il faut aller plus loin. Et ensuite, effectivement, on peut faire des tests manuels. Donc, nous, ce qu'on a développé, c'est des outils qui permettent de faire des tests manuels parce qu'on ne veut pas automatiser. Mais c'est vraiment on va dire, on va perdre en précision et c'est des choses qu'on fait dans des cas vraiment particuliers où on ne peut pas automatiser. Quand je disais qu'on devait mesurer de façon fiable, on a travaillé sur ça et depuis 10 ans, on essaye de fiabiliser nos mesures. Et on s'est aperçu au début, on faisait des tests sur des devices qui étaient locaux, mais quand je fais une mesure sur mon PC ou sur mon téléphone, j'ai mon environnement de développement qui est derrière, j'ai mes réseaux sociaux, j'ai des choses qui fonctionnent. Donc, quand on va mesurer sa solution, on va être dans un contexte qui est très parasité. On peut avoir aussi une connexion réseau qui est plus ou moins puissante. On peut avoir des gens autour qui parlent. Un des exemples, c'est au début quand on mesurait avec Google Voice, on avait une variation de 10% de la consommation d'énergie parce que Google Voice écoutait et entre les mesures de nuit et les mesures de jour, on n'avait pas la même consommation. Donc, on a travaillé sur toutes ces métriques et on a mis en place un outil un Device Lab, qui est un Power Test Cloud où on a des appareils qui sont disponibles pour nos utilisateurs, qui sont standardisés, qui sont fiabilisés et où ces téléphones sont en labo, donc dans une salle serveur et quand on fait une mesure, effectivement, elle est très précise. On essaye qu'elle soit précise parce que on a killé beaucoup de choses, on a standardisé beaucoup de choses. Après, on peut toujours faire des tests sur son téléphone à côté de son PC, mais il va falloir faire attention aux mesures qu'on donne. On va pas pouvoir faire une communication en disant mon application elle consomme tant d'énergie et consomme tant de CO2 si on n'a pas fait attention à sa méthodologie de mesure et où on a exécuté. Donc ça, c'est important d'être conscient de ça, qu'on peut avoir des mesures qui sont pas fiables parce qu'on a une méthodologie ou un environnement qui est pas structuré. Ensuite, on va pouvoir mesurer il va falloir mettre ça soit effectivement comme on a l'habitude dans des interfaces web. Donc, on a des interfaces web qui permettent de faire ça. Mais on a travaillé aussi beaucoup sur la mise en intégration continue via des outils en ligne de commande. Pourquoi ? Parce que, on va dire, la photographie à T0 de sa solution est intéressante. Mais ce qui va être intéressant, c'est de la mesurer en continu. Au même titre qu'on fait de l'intégration continue pour être plus agile, la mesure en continu là, va être très intéressante parce que qu'on ait une application en maintenance, il va avoir des évolutions, des services tiers qui vont changer, des librairies qui vont changer, du contenu qui va changer, donc il va falloir la mesurer en continu. Et quand on est en cours de développement, pareil, on va faire des choix techniques, des choix UX, des choix de design. Et si on mesure en continu, on va pouvoir avoir une rétroaction. Et alors, je reviendrai sur ça. Et ça, c'est un exemple justement d'intégration pour un de nos clients sur un site web, sur un portail, où il a mesuré en continu, il a fait ses évolutions, il a regardé que ça augmentait l'impact, il a corrigé et on voit qu'on est passé de 8 grammes équivalent CO2 sur le parcours à 6 grammes. Donc, c'est non négligeable, mais ça parce qu'il a fait cette mesure. Et donc, ça, c'est parce qu'on a fait cette mesure en continu. Et c'est important parce que on le voit systématiquement. On peut faire des audits sur des applications. On peut mettre 15 jours à optimiser une application. Si on revient 6 mois après, il s'est passé plein de choses et on a peut-être divergé. Ça, c'est important de le mesurer.
Ce qu'on va aussi mesurer, on en a parlé beaucoup, des métriques techniques, des métriques primaires, voilà, qui sont des métriques qu'on a l'habitude de voir dans plein d'outils. Donc, si vous travaillez pas avec GreenSpector, ces métriques, vous pouvez les avoir généralement, à part peut-être l'énergie, on verra, qui est un peu plus compliqué à voir, mais on a ces données-là qui permettent de suivre son application. On va faire après des projections environnementales et nous, ce on s'est aperçu aussi, c'est qu'il fallait des métriques techniques de profiling. C'est comprendre aussi ce qui se passe sous le moteur. Et parfois, il faut ouvrir le capot pour se dire, ah oui, mais là, ça consomme à cet endroit-là, parce que justement, il y a trop de vues dans une application Android, il y a trop de requêtes SQL, il y a trop d'activités. Sur le web, il y a des choses aussi qui sont à améliorer. Et là, on va faire le lien entre cette technicité et ces métriques de performance classique et les métriques environnementales. Un petit, maintenant on va passer je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire sur une application. Une application qu'on a, et pour montrer que c'est pas une application qu'on mesure, c'est pas un de nos clients. Enfin, on a travaillé avec France TV, mais pas sur cette application-là. Et là, l'idée, c'est de dire, on a une application qui est sur le Play Store. Comment la mesurer et qu'est-ce qui peut être amélioré sur cette application? Donc, il n'y a pas de sonde. Pour revenir, on fait de la mesure en boîte noire et ce qu'on va faire, c'est on va faire ce parcours utilisateur qui va permettre de dérouler l'application. Donc pour ça, on a développé un langage qui s'appelle le GDSL. Si vous avez des tests automatisés, vous pouvez aussi travailler, vous, pour lancer ce parcours-là et mesurer des métriques. C'est la bonne pratique. On a des concurrents qui nous ont copiés, qui font ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ça l'intérêt, c'est on fait ça depuis longtemps, on automatise et il faut travailler énormément sur l'automatisation pour répéter des parcours utilisateurs et comprendre les métriques. Parce que, alors pourquoi il faut faire ça? Parce que si vous faites pas ça, vous allez faire du profiling sur vos outils classiques, vos outils de développement ou autres, et ça sera pas répétable. Donc c'est important d'automatiser. Et donc, on a développé ce langage où il y a environ 80 mots-clés où on peut lancer une application, là qu'il est, clearer le cache. Et quand je reviens sur l'environnement, en fait, qui doit être sain, on a besoin, par exemple, pour évaluer une application, que le cache soit bien clearé. Si je relance mon application alors qu'il y a du cache, je vais évaluer quelque chose qui est avec du cache. Donc, il faut bien contrôler ça. On va pouvoir faire du test sur browser, on va pouvoir cliquer sur des éléments, on va pouvoir attendre des éléments. Donc, on va faire énormément de choses. Et si je veux évaluer cette application France TV, je vais devoir faire plein d'actions. Parce que quand j'installe l'application, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est des copies d'écran, on verra comment on les obtient, mais des copies d'écran, je lance l'application France TV. On va avoir une fenêtre RGPD. Je vais, en tant qu'utilisateur, aller en bas de page pour cliquer sur accepter ou continuer sans accepter. Donc ici, on va accepter. On va arriver sur des splash screens ou des tutos où on va devoir cliquer sur ces éléments et on va arriver dans l'application. Donc déjà, en termes de sobriété, ce parcours d'entrée, il est important parce que c'est une première rencontre avec l'application. Elle peut être plus ou moins longue, plus ou moins buggée et plus ou moins consommatrice. Et effectivement, après, on va scroller en bas de page et on va devoir évaluer aussi une deuxième chose parce que si on évalue uniquement ça, on n'évalue que le parcours d'entrée. Mais quand je relance l'application, je vais aussi avoir d'autres fonctionnements, mais j'aurai des choses qui sont à évaluer. Donc, tout ce parcours-là, comment nous, on fait pour l'évaluer? On utilise ce GDSL. Et donc là, un exemple de juste le parcours que j'ai expliqué, voilà, il tient en moins de 20 lignes. Voilà, je presse sur Home, je mets la luminosité à 127, je quitte l'application qui est France TV. Je lance l'application, je vais en bas de page, je clique sur accepter, j'attends qu'un élément s'affiche sur inscrivez-vous.
Voilà, tout ce que j'ai expliqué, voilà, est décrit en très peu de mots. Donc ça permet aux équipes, et c'est important parce qu'il faut aussi que les équipes qui sont des équipes de dev et qui ne savent pas faire de l'automatisation puissent le faire, ou des équipes marketing puissent le faire. Kim, qui est ici, pourra témoigner, elle utilise ce GDSL, voilà, pour faire des benchmarks. Et effectivement, c'est assez simple. Ce qu'on va rajouter, c'est des points de mesure. On va voir des mesures start et des mesures stop. Donc là, dans ce que vous avez vu là, on met des points de mesure qui vont permettre d'avoir une granularité. Et c'est ça qui est important, c'est je veux pas uniquement l'impact de mon parcours, je veux savoir dans mon parcours qu'est-ce qui est le plus consommateur. Parce que si je veux agir, il suffit pas de dire simplement mon parcours il consomme 8 grammes de CO2, c'est dans ces 8 grammes où ils sont positionnés. De façon simple, et là je vous montrerai pas d'interface, c'est plutôt on est dans l'intégration continue, on a des outils qui permettent cette intégration là. Donc on voit GreenSpector CLI, je vais pouvoir faire beaucoup de choses. Et on parlait du test bench. Donc là, je vais pouvoir communiquer. Je suis soit sur mon poste développeur ou testeur ou dans mon intégration continue. Et je vais sélectionner ici les devices qui sont disponibles dans les locaux GreenSpector, dans les serveurs GreenSpector. Et ici, on va prendre par exemple un Galaxy S7. Donc, je choisis ce device. Je vais configurer mon application que je retrouverai dans mon interface et ma version. Comme ça, je vais pouvoir suivre des versions. Donc là, je dis, je vais mesurer ça. Et là, je vais lancer, sans rentrer dans le détail, ici, il va aller chercher dans le Play Store l'application. Si vous n'avez pas une application qui est dans le Play Store, mais vous voulez évaluer votre application qui est en intégration continue ou qui est un APK que vous voulez fournir, bah, vous fournissez le pass de l'application. Mais là, pour des démos, c'est plus simple sur ça. Je vais fournir le fichier ici que j'ai décrit. Et on voit qu'on va pouvoir avoir plusieurs options, dont par exemple, Network Mode, je vais pouvoir switcher en 3G, en 2G. Et ça va être important. Et surtout pour, par exemple, l'accessibilité, je vais tester ma solution en 2G. Et donc, sur les téléphones réels, bah, je vais faire du test. Donc là, ce qui se passe, j'ai demandé le job, donc on peut considérer que je suis dans une intégration continue. C'est suite à mon build, suite à mon ou la nuit régulièrement, j'ai fait cette demande. Ce qui va se passer, c'est que je vais dans GreenSpector avoir une interface ici qui va suivre mes tests. Donc là, on voit mon test, il a été reçu et il est en cours de mesure. Donc ça va durer un peu de temps parce qu'effectivement, le parcours, on va faire. Là j'ai mis une itération, mais on va préparer le device, on va le mettre prêt, il va faire ses mesures. Et derrière, on va pouvoir avoir des résultats. On verra, je reviendrai sur cette interface qui est notre atelier de mesure, qui est un atelier de mesure, on va dire, un peu poussé, en fait, qui permet d'avoir. Là, on revient sur les steps là que j'ai décrits, en fait. Donc, je vais avoir un détail sur toutes les métriques et je vais avoir dans cet atelier, bah, j'ai fait plusieurs itérations, j'ai des moyennes. Donc, j'ai pas besoin de revenir sur Excel pour faire des traitements, passer du temps. GreenSpector me donne toutes ces informations. Je vais pouvoir rentrer dans le détail de ce qui se passe. Voilà. Après ça, on va pouvoir le mettre dans des dashboards. Et là, un exemple de dashboard qu'on fournit. Donc là, je vais chercher des mesures qui ont déjà été faites pour le parcours qui a été automatisé. Donc, je peux contrôler ce qui se passe. Et, excusez-moi, et un tableau de synthèse avec des métriques principales, des métriques techniques. Donc ça, sur cette application France TV, on a une performance de 24 secondes sur tout le parcours. Donc, avec un EcoScore qui va, on va voir, noter chaque step. On a des données mobiles aussi qui sont avec un EcoScore moyen, donc on a 800 kg, et beaucoup de consommation d'énergie. Là, et donc un impact global du parcours de 0,3 g équivalent CO2, avec un positionnement, la surface, donc toutes les métriques qui ont été
projeté par rapport à ces steps. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va se dire, dans ce parcours, effectivement, là, c'est la note de l'étape, c'est le chargement initial qui a 0, enfin qui a une note de 0,5, qu'il faut améliorer. Le chargement normal aussi est pas très bon. Donc, je vais aller voir dans les métriques plus précises. Ici, en termes de performance, on voit qu'on a un affichage normal à 3 secondes. Ça peut être amélioré, l'initial à 5 secondes. Et on va avoir toutes les métriques d'énergie, de data. La comparaison aussi, si j'ai fait de la 3G, pour voir s'il n'y a pas une étape qui décroche, et on voit que le chargement en 3G commence à décrocher, mais pas beaucoup. Donc, on va avoir ce dashboard et ces scores-là et ces métriques qui vont permettre on va suivre ça en intégration continue, où on mesure en one-shot et on va se dire, on va améliorer ça. Si je reviens sur ce parcours ici, et on a vu que le chargement était améliorable, je vais aller voir pourquoi. Et le chargement normal, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? On a 5 secondes de chargement. Et ça, c'est aussi... donc là, le dashboard global m'a dit, voilà, cette étape, elle n'est pas bonne. Et effectivement, 5 secondes, c'est très long. Et ce qui se passe, on voit qu'on a, au début du chargement, on va chercher peut-être des datas. Après, on a du CPU et pendant 3 secondes environ, et après on a des datas. Et ça, c'est un pattern qu'on voit dans beaucoup d'applications, c'est qu'on va faire beaucoup d'allers-retours vers des serveurs, on va faire aussi beaucoup de traitements. Et là, on voit que c'est pas les datas qui vont être aussi critiques, ça va être les traitements sur le téléphone. Et c'est sûrement des requêtes SQL. Et donc, je vais pouvoir aller voir aussi ce qui se passe là sur cette application. Je vais aller chercher une autre application qui a les données. Par exemple, là, je vais voir au chargement initial, j'ai une activité qui est créée et des requêtes SQL aussi qui vont être faites. Donc, on peut supposer que là, il y a beaucoup de traitements SQL dans cette application et c'est pas le réseau qui va être limitant, c'est plutôt on utilise beaucoup de CPU. Et donc, on a un traitement qui est assez long et donc qui a un impact global de l'application. Voilà. Donc, tout ça pour dire que on est dans une méthodologie où on va passer du haut niveau en disant mon application, elle a une telle consommation, elle a telle performance et bon, après, on peut se positionner par rapport à des concurrents. Mais dans son application, derrière, on va se dire, maintenant, qu'est-ce que je fais pour améliorer ça? Et concrètement, il va falloir prendre maintenant son bâton et puis aller optimiser toutes ces étapes pour réduire les datas, l'énergie de chaque étape. Et donc, il va falloir prioriser ça. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, c'est de concrètement d'y aller, d'optimiser, de savoir où on passe, où on va optimiser des choses. On a des choses, effectivement, on peut se dire les bonnes pratiques, on va appliquer plein de bonnes pratiques, mais on le voit, c'est plutôt la mesure. Nous, on croit que la mesure, en donnant les clés de la mesure aux équipes, elles vont trouver des choses. Pourquoi? Parce que en intégration continue, si on voit la veille, j'ai intégré une librairie et que le lendemain, j'ai une explosion de la consommation d'énergie, je vais savoir que c'est cette intégration qui a coûté. Et on est dans un monde où les bonnes pratiques, en fait, sont très compliquées à chiffrer ou à trouver parce qu'on a des nouveaux frameworks, on a des choses qui viennent de librairies tierces. Donc, c'est pas le code qu'on fait, mais plutôt les librairies tierces. Donc, c'est important. Cette mesure, elle est importante. Après, n'empêche qu'on peut appliquer certaines bonnes pratiques une fois qu'on a mesuré. Et là, par exemple, ce qu'on a fait, c'est on a mesuré la page Google. Alors, ils nous ont pas encore payé. Non, on travaille pas avec eux, mais c'était intéressant de mesurer la page Google, de savoir comment ça se passait là sur une mesure de plusieurs semaines. Et on voit que on va avoir une consommation d'énergie qui va passer de 1,3 mAh à 3 mAh. Donc, on va du simple au double.
alors qu'on se dit quand même, cette page, elle paraît sobre de Google. Mais là, on voit que c'est le contenu. C'est-à-dire qu'une page peut être sobre, mais on a le doodle qui va changer régulièrement. Donc, versus une image native de Google qui serait chargée pour tout le monde tout le temps, bah, à chaque jour que je vais aller sur Google, j'ai un doodle, une image qui est chargée et qui n'est pas dans mon cache. Et en plus, le pire, c'est que parfois, c'est pas des doodles statiques, c'est des doodles animés. Parfois, c'est même des vidéos ou c'est des jeux. Donc, on va avoir des choses. Et là, le message, c'est de dire, oui, même si on a optimisé sa solution, on a utilisé le meilleur framework, bah, on a une solution qui vit, en fait. Qui vit, pourquoi? Parce qu'on a des librairies tierces qui vivent, qui sont sur des CDN externes et on les maîtrise pas. Donc, on peut aussi les maîtriser en les hébergeant. On a des utilisateurs ou des équipes qui vont fournir du contenu et donc ils vont avoir aussi un contenu qui est pas forcément optimisé. Donc, il y a du travail à faire sur soit automatiser l'optimisation de ces contenus. Voilà, on va aussi avoir des bonnes pratiques de limitation des actions utilisateurs. Ici, on voit un pattern où on va scroller en bas de page et on va valider la commande. Donc, on pourrait se dire, on fait en UX une mesure rapide, un bouton rapide qui permet à l'utilisateur de ne pas aller en bas de page et de tout de suite agir. Donc là, on a un travail sur l'UX. On n'est pas sur du dev, on est sur l'UX. On a aussi des bonnes pratiques sur changer le thème sombre. Voilà, c'est une bonne pratique qui est assez répandue, qui est beaucoup discutée, mais nous, on mesure sur des écrans OLED, c'est qu'on a jusqu'à 23%, même plus. Donc, c'est quand même non négligeable. Après, on peut fournir à l'utilisateur la capacité de switcher le thème. C'est plutôt positif parce que c'est vrai qu'on ne va pas imposer un thème sombre systématiquement, mais par contre, lui dire, comme de la définition de vidéo, tu peux changer ta définition de vidéo, tu peux changer ton thème, c'est plutôt bon dans ton cas. Effectivement, sur la vidéo, on peut réduire la vidéo et si on a des solutions qui font du stream, où on est éditeur de solutions streaming, on peut fournir ça. Autre chose, attention à croire tout en se disant on suit les outils, on prend les derniers frameworks. C'est pas forcément une bonne solution. Et là, c'est on a mesuré une solution d'un client qui a mis à jour React et ça faisait 1 an qu'il n'avait pas mis à jour React. Et sur les métriques, ça a explosé en termes de métriques en consommation. Faut se dire que les outils que vous utilisez, les frameworks, les librairies tierces, ils ont les mêmes problématiques que vous. Ils doivent intégrer des fonctionnalités. Ils ont de la concurrence, donc ils doivent aussi traiter ça. Ils doivent intégrer de la sécurité, peut-être un peu de performance. Et la sobriété, c'est pas une chose qu'ils intègrent, ni tout le temps la performance. Donc il va falloir se benchmarker et faire attention à se dire, c'est pas parce que je prends la dernière version d'un outil ou le dernier framework que c'est bon, j'ai résolu la problématique de sobriété. Non, au contraire, en fait, il va falloir essayer de juguler ces choses. Si vous voulez commencer sur l'énergie, il y a des outils qui existent, qui sont dans les frameworks. On a Android Vitals, qui permet pas de mesurer l'énergie, parce que Google, et malheureusement, ne mesure pas l'énergie. En fait, ils vont estimer l'énergie par rapport à des wake lock, à des Wi-Fi scans, et donc ils vont faire une projection et qui parfois est fausse. Alors c'est un peu bizarre de dire que les projections de Google et d'Android sont fausses, mais malheureusement elles sont pas forcément des plus fiables parce que le modèle est pas poussé en termes énergétiques et encore moins en termes environnementaux. On a dans les outils effectivement des choses, des profilers qui vont être utiles, donc ça va être bien. Mais quand je reviens à ce que j'ai dit sur l'intégration continue, le biais, ça va être assez complexe et on va pas le mettre en intégration continue. Donc, on va le faire peut-être une fois et c'est malheureusement un peu ça la problématique. On va le faire une fois et on va pas revenir dessus. Et donc, l'important sur la sobriété, c'est bien ça, c'est de se mesurer en continu et c'est quelque chose qui est important. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et l'idée, c'est pas de dire voilà, il faut travailler avec GreenSpector, c'est globalement qu'est-ce que dans tous les cas pour la sobriété il faut faire quand on a une application mobile.
faut déjà impliquer tous les acteurs. Alors, on est passé un peu rapidement sur les bonnes pratiques, mais c'est pas qu'une problématique de dev ou de DevOps ou de d'UX. C'est la sobriété. On voit, elle va impliquer tout le monde. C'est-à-dire que quand on va faire un design d'une application, quand on va maqueter, eh ben on va challenger un peu ses besoins UX. Et en termes UX, en termes de qu'est-ce que ça veut dire en intégration technique derrière. Et quand un développeur va aussi derrière se dire tiens là ça consomme, il va falloir se dire oui on va changer ses besoins. Donc on voit que il va falloir impliquer tout le monde. Sinon si c'est que les devs qui prennent le truc ou si c'est que le marketing, c'est un projet qui est quasiment voué à l'échec. Il va falloir se mesurer. Alors, peu importe, se mesurer avec les outils, soit même si on n'a pas d'impact de mesure d'impact environnemental, il va falloir vraiment trouver des métriques à suivre et au fur et à mesure de la maturité, aller vers des métriques environnementales. Il va falloir former les équipes, et j'ai mis ou pas, parce que effectivement, la formation uniquement va pas suffire. Parce qu'on va sortir de la formation, on va se dire ok la sobriété numérique c'est bien, on y va. Si on n'a pas de projet concret, si on n'a pas financé le fait de devoir améliorer les solutions, on va oublier ça en fait. Et donc il va falloir, et c'est le cadre qui va être le plus important, c'est agir réellement. C'est dire on va se mesurer, on va trouver des axes d'optimisation, on va challenger ce qu'on a fait, quitte à revenir sur des choix technologiques, des frameworks. On a un client qui, depuis 3 ans, était sur une application hybride et a été vers du natif parce que, vu les choix, vu son métier, en fait, le choix de l'hybride n'était pas la bonne solution. Mais c'était un choix qui était nécessaire parce que s'il restait sur cette application hybride et avec des librairies tierces, il ne pouvait pas optimiser. Donc là, il faut agir réellement. Et après, encore se mesurer, toujours pour s'améliorer. C'est ça, si j'avais quelque chose, vraiment un conseil, c'est cette mesure en continu. Voilà, j'ai débordé un peu parce que le but, c'est aussi de discuter, de poser des questions, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce domaine. Donc, je vous laisse la... Je ne sais pas si Kim, tu veux reprendre les questions, s'il y a eu des questions. Oui, alors il y a eu beaucoup de questions. Je vais te les poser dans l'ordre des votes. Alors la première, comment sont calculés les facteurs d'émission, chiffres du Shift Project ou autre source? Alors c'est nos chiffres, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti des chiffres, on a nos facteurs, c'est-à-dire qu'on a une R&D qui permet de travailler ça. Et par exemple, on a été très critique vers les chiffres du Shift Project. On a refait la bibliographie sur l'impact du réseau. Sur les terminaux, par exemple, on a fait de la biblio et on a une cinquantaine de devices, d'impact de devices. Et j'ai été rapidement, mais on fait la logique floue, c'est-à-dire qu'on prend ces devices-là et on applique cette logique floue et on propage les incertitudes pour dire, par exemple, l'impact d'un device, c'est 56 kilos de CO2 à plus ou moins 16 kilos de CO2. Donc, on voit, on calcule l'incertitude et on va la propager jusqu'au bout. Donc, voilà, on est sur une bibliographie et une R&D qui est... voilà. Et effectivement, on va être assez... on va faire des analyses critiques en disant d'autres chiffres, voir est-ce que nos chiffres sont cohérents ou pas. Alors, deuxième question. Que pensez-vous de greenframe.io? Leur méthodologie de calcul d'empreinte web en non-app native semble plutôt solide. Excusez-moi, je sais pas, j'ai switché. Pas de souci. C'est en gros ce qu'on pense de Greenframe. Greenframe, il n'y a pas Greenframe là, non. C'est des concurrents clairement. Après, je pense que par rapport à l'approche et à tout le domaine, j'aime bien leur approche qui est plutôt scientifique, qui va bien travailler sur la modélisation, effectivement, modélisation côté serveur qu'on fait pas. Par contre,
côté terminaux, ils font une modélisation et là où je suis un peu moins d'accord, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de mesure réelle. Donc, c'est une modélisation. Donc, c'est mieux que certaines modélisations et je pourrais revenir sur d'autres concurrents ou d'autres outils. Ils font vraiment de la modélisation avec un calcul qui est plutôt bon. Voilà, je trouve. À part sur le terminal, effectivement, où on va dire, la modélisation ne va pas permettre de mesurer tout. Voilà. Alors, autre question, comment sont choisis les devices disponibles sur le bench test? On va pas avoir les mêmes besoins que des tests fonctionnels. Par exemple, si vous faites des tests sur des device labs où vous allez avoir une cinquantaine de devices représentatifs et votre application, vous voulez la tester sur le maximum de devices. Nous, notre objectif, c'est de se dire l'application, elle est sur des devices bas de gamme, haut de gamme et moyenne gamme. Pourquoi bas de gamme? Ça veut dire qu'on va faire des tests en 2G sur du bas de gamme. Si votre solution elle tourne sur un device bas de gamme en 2G, vous êtes plutôt sobre et vous n'allez pas exclure des personnes qui ont par choix ou choisi ces devices-là. Donc, et haut de gamme, pareil, pour dire effectivement, est-ce qu'on ne va pas sur, par exemple, un téléphone 5G, alors on n'en a pas encore sur le test bench, mais un téléphone 5G, est-ce que la solution, elle consomme pas plus? Donc, c'est vraiment ça, on va classer comme ça. Et pareil, si on a des tablettes, parce que si je veux faire un test PC ou équivalent PC, on va tester sa solution sur PC. Donc voilà, ils sont choisis comme ça par rapport à ces gammes, par rapport au marché, qui va évoluer au fur et à mesure. Autre question, est-ce que les devices proposés sur GreenSpector sont des devices physiques ou des simulateurs? Alors, c'est des devices physiques. On a réellement des devices qui sont gérés. Et c'est la force, en fait, quand je disais, on a choisi cette techno parce que on fait tourner les solutions dans des devices on déconnecte automatiquement le device pour qu'il soit en mode on va dire mobile. On mesure l'énergie associée à ça. On est en 3G, en Wi-Fi. Et c'est ces devices-là. Donc, ça demande énormément plus de R&D parce que faire tourner une solution sur une VM ou sur un émulateur, c'est beaucoup plus simple. Par contre, on voit, si on veut parler de représentativité et de précision des métriques, c'est important d'aller sur ces devices-là. Alors, une question qui porte sur la métrique de l'occupation des sols. Prenez-vous aussi en compte celle-ci durant la phase d'utilisation, exemple data center? Alors, je pourrais pas répondre précisément. C'est plutôt notre expert qui travaille sur le modèle qui pourra répondre. Mais on prend effectivement les mêmes phases. C'est-à-dire que les phases que je vous ai montrées sur les phases d'usage et de fabrication, donc on va prendre ça. Après, pour être totalement transparent sur les métriques, sur la fiabilité en fait des métriques. Sur le CO2, on a beaucoup de métriques. Je vous ai dit, on a sur les devices, on a 50 métriques. Sur l'eau et la surface, on a très peu de données. Et donc, effectivement, on prend certaines données, mais il manque des données. Et donc là, c'est plutôt un travail des opérateurs de data center de fournir des métriques qui existent et qui vont rentrer dans des projets comme le nôtre, dans d'autres projets. Et on a une nécessité d'ouverture de ces métriques-là. Parce que nous, on se documente, on fait de la bibliographie, mais c'est très limité par rapport aux données qui existent. Donc oui, on prend cette métrique, mais voilà, on aimerait qu'il y ait beaucoup plus de métriques. Après, on peut le faire, on le fait dans certains cas, dans des cas pour des clients où on fait effectivement de l'accompagnement, on va adapter nos facteurs d'émission par rapport à des vraies métriques, c'est-à-dire que si on a la consommation réelle du data center, le PE, les trucs, et des métriques d'eau et de surface, on va pouvoir le prendre. Après, c'est plutôt à façon, quoi. C'est pas dans le logiciel. Alors, quelle est la proportion entre l'énergie nécessaire pour produire un smartphone et l'énergie qu'il va consommer pendant toute sa vie? J'ai entendu dire qu'il fallait plus de 10 fois plus d'énergie pour produire qu'un smartphone qu'au cours de toute sa vie. Alors, c'est ce que j'ai montré dans la CV là, de Fairphone, mais qui est le même
C'est 10 fois plus. Effectivement, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que, alors en termes d'énergie, mais d'impact aussi sur différentes métriques, c'est plutôt la phase de fabrication. C'est bien ça. Et c'est bien ça la clé. Il va falloir faire attention à maîtriser cette phase de fabrication et qui est qui va être la plus forte. Donc, d'où la nécessité de se dire qu'une application qui va sortir ne va pas créer de pression sur le renouvellement. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'applications maintenant qui sont en mine SDK Android 7, c'est-à-dire qui nécessitent la version 7 d'Android. C'est-à-dire que des gens qui ont des Android inférieurs à 7 sont exclus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont pas utiliser l'application, certains, soit ils vont se dire, ah ouais, mais là, je vois, on me demande sur plein d'applications la dernière version d'Android, donc je vais changer mon téléphone. Ou je vais mettre à jour mon OS, mais globalement, je vais changer mon téléphone. Donc, on voit une petite pratique de dev, de choix de mine SDK implique énormément derrière. Et pourquoi juste aussi pour revenir sur ça, pourquoi on fait ça? Parce que souvent on utilise des frameworks, par exemple Flutter, on va prendre des outils qui demandent un mine SDK. Donc on voit que cette problématique, elle est complexe. Alors, question technique, est-ce que la CLI peut faire crash un job par la définition notamment d'une quality gate? Alors non, c'est pas dans l'outil, mais par contre le retour, c'est-à-dire qu'on va dire on va lancer un job, on va attendre le retour du job, et si on veut vraiment que ça soit bloquant, on va mettre dans les options attendre le retour, et on va avoir le retour du test result. Et en fonction de ce test result, dans la CLI, on va analyser ce retour et on va dans son pipeline faire fail voilà. Donc c'est pas natif dans le CLI, c'est plutôt on laisse le choix parce qu'il y a plein de choix de pics et d'architecture. On lâche plutôt ça et pour l'instant on n'a pas d'utilisateurs sincèrement qui sont assez matures pour dire je crache un job par rapport à cet aspect environnemental. Mais on espère que ça va venir. Votre solution semble tenir compte de la consommation pendant un scénario d'usage. Qu'en est-il de la mémoire occupée par l'application? Stockage, cache, avant et après un scénario? On le mesure. En fait, on mesure tous ces métriques de mémoire, d'occupation, sauf que c'est des métriques qu'on considère qui sont des métriques techniques. C'est-à-dire qu'après, on va mesurer des métriques environnementales, des métriques principales CO2, enfin des métriques principales performance, énergie, data, qui sont les métriques pour nous qui ont un impact assez fort. Et après, il va y avoir du CPU lié au processus et à la plateforme, de la mémoire liée au processus et à la plateforme, des données plutôt Android ou iOS qui sont, enfin Android et on verra sur iOS qui sont plus précises. Donc ça, on va le mesurer. Et après, ça va être à vous, avec l'outil, de dire moi, je ne veux pas mesurer uniquement que l'énergie, mais je veux rajouter cette métrique. Après, cette métrique n'entre pas dans le modèle CO2. Donc, ce qui rentre dans le modèle CO2, c'est bien l'énergie, les datas, le nombre de requêtes. Voilà, on n'a pas un modèle qui prend ça en compte, qui prend la mémoire, mais on y travaille, en fait. Et ça affinera, en fait, ce modèle. Alors, a-t-on des éléments chiffrés sur le taux de turnover des terminaux? L'utilisateur change de terminal tous les combien de mois, années? Alors, ça fait partie du modèle. En fait, on a ces métriques. J'ai pas c'est dans la bibliographie qu'on traite. Alors, j'ai pas ces idées. Après, ce qu'on voit aussi, nous, on travaille aussi pour des clients qui ont des flottes. Et les flottes, on a ce chiffre en fait qui est plutôt autour de 3 ans, mais qui est plutôt l'âge comptable. Et je crois que on est entre 2 et 3 ans pour les utilisateurs. Qui s'est amélioré en fait. C'est vrai que c'est important dans cette bibliographie, on le traite dans le modèle d'incertitude. C'est si on prend des chiffres qui sont plus anciens, on a des renouvellements qui sont un peu plus. On s'améliore, c'est-à-dire que les renouvellements s'écartent quand même pas mal ces dernières années. Donc il faut faire attention aux chiffres effectivement qu'on voit. Alors, on a une autre question. Un avis sur le GR 491. Le GR je connais pas ce GR de randonnée en fait.
Non, non, mais c'est l'INR, effectivement. Enfin, les bonnes pratiques de l'INR, c'est bien ça. Je reviens sur les bonnes pratiques. Effectivement, c'est très bien. Ça va plutôt dans le bon sens parce qu'on a besoin de ces bonnes pratiques. L'INR fournit aussi des bonnes pratiques processus. Voilà, on va dire c'est très bien. Après, ça doit être complémentaire. On ne peut pas juste se baser sur on va dire des bonnes pratiques de processus ou des bonnes pratiques techniques parce qu'on voit qu'on est dans un monde très complexe. Et donc, il va falloir mesurer. Donc, c'est pour ça que oui, et on a vu ça dans le monde du logiciel depuis très longtemps. Moi, dans un ancien métier, j'ai accompagné, enfin, on avait une équipe qui passait le CMMI. Le CMMI, c'est un processus ISO qui permet de structurer les équipes logicielles pour qu'elles fonctionnent bien. C'est beaucoup de processus et on risque, on va dire, de se noyer dans le processus. Donc, oui, ça donne des bonnes pratiques. Par contre, faut être très critique, en fait. Il faut être très critique, surtout sur les bonnes pratiques, les outils de mesure, sur beaucoup de choses, parce que justement, on a besoin de faire beaucoup de choses en parallèle. On a une urgence climatique, on a une urgence aussi dans le numérique de sobriété. Donc, toutes les bonnes pratiques, toutes les axes sont bons. Donc, oui, à ce GR, mais pour moi, il faut aussi faire d'autres choses. Alors, étant donné la diversité des données mesurables ayant diverses unités de mesure, existe-t-il une ou des matrices permettant de se ramener vers des unités de consommation d'énergie ou ressources comme ceux présentés, CO2, GES? C'est-à-dire que transformer les données primaires, CPU, data, c'est un métier. On va dire, c'est ce qu'on fait. Et il n'y a pas de matrice. Et ce qu'on travaille, c'est ce modèle qu'on implémente, c'est ça. Et on l'a vu via notre R&D, c'est très complexe. C'est-à-dire que on a mesuré, par exemple, beaucoup de sites et beaucoup d'applications. Par exemple, sur un set de 2000 sites, on a essayé de regarder la cohérence entre le data, le CPU, la mémoire, la corrélation et la consommation d'énergie. Et on a vu que c'était très complexe. La donnée qui était la plus proche, c'était le CPU, avec des facteurs de correction issus des datas, mais c'est pas les datas. Et malheureusement, par exemple, quand on voit les outils actuellement, c'est les datas qui sont utilisées parce que c'est le plus simple à mesurer. Sauf que c'est pas la métrique la plus proche. Donc, et je dirais que le CPU ne suffit pas mais c'est un premier élément. Et je dirais si vous voulez, sans outils de projection ou de mesure d'énergie ou d'impact environnemental y aller, focalisez-vous sur le CPU consommé par votre application. Après, les datas, effectivement, optimiser les deux. Et souvent, il va y avoir des boucles de rétroaction. C'est-à-dire que si j'optimise les datas, sur le terminal, ça va pas juste solliciter moins la cellule radio, ça va surtout moins envoyer de data à traiter en termes de CPU, de reflow, de repaint, de traitement. C'est assez lié. Alors, avez-vous mesuré l'impact environnemental de vos mesures? Est-il rapidement compensé par les actions vertueuses qu'elles permettent d'engager? Alors, globalement, l'impact de GreenSpector, oui, on est une entreprise à mission, on y va. On fait notre bilan carbone, on n'a pas encore communiqué, on essaye de réduire ça. De plus en plus, on essaye pour nos clients de dire, voilà, cette action-là, on la fait pas, ou plutôt on se déplace pas pour aller faire des mesures, mais on les fait à distance. Et après, l'impact de la solution, effectivement, il y a un impact qui est limité, c'est-à-dire qu'on a choisi, par exemple, de ne pas faire de monitoring. Vous avez des outils, par exemple, qui font du real user monitoring en performance chez tous les utilisateurs. On les mesure et on sait qu'il y a un impact fort. Donc, on ne veut pas ça, on veut faire du test plutôt en laboratoire qui va impacter moindre, qui va avoir un impact moindre. Et pareil, les sondes, on fait que pour qu'elles ne polluent pas la mesure et qu'on ne dise pas, voilà, ça consomme 2 alors qu'en fait, ça consommait 1,5 parce que 0,5 de GreenSpector, on optimise ce talon. Voilà.
Donc, on a un impact, comme tout le monde, mais on essaye de le maîtriser. Et en tout cas, en termes de mesure, c'est un des axes de R&D qu'on a depuis très longtemps, c'est de dire comment notre solution ne va pas polluer les mesures. Et ça vient sur nos sondes, mais ça vient aussi sur les outils d'automatisation. C'est-à-dire qu'on a des solutions d'automatisation qui sont assez transparentes. Malheureusement, il y a plein d'outils d'automatisation qui vont, par exemple, communiquer tout le temps avec le téléphone. Selenium, Appium, voilà, ces solutions vont communiquer et vont avoir un overhead sur l'application. Donc, si on veut mesurer la performance et la consommation d'énergie et l'impact de ces solutions, les outils de test ont un impact. Et donc, ce qu'on a fait, et dans le GDSL, on a pris ça en compte de façon native. Alors, on arrive à la fin. Quel est ton niveau de déception sur la loi RIN? Sincèrement, je ne suis pas. En fait, je vois la veille que font mes collègues, mais je ne vais pas voir ce qui se passe dedans. Pour avoir travaillé depuis 10 ans dans le monde de la sobriété numérique, dans certaines instances, AFNOR ou autres, je préfère être on va dire, quelqu'un de pragmatique qui fournit des outils et qui fait que les gens vont prendre en compte cette problématique et elles le prennent en compte. Donc c'est très bien s'il y a des lois et des certifications qui poussent cette chose-là. On le sait, les lois sont limitées. On le voit sur la RGPD avec les cookies, les choses. C'est immonde. C'est-à-dire qu'en termes d'impact environnemental, c'est pas une solution. En termes UX, c'est compliqué. Et puis au final, ça résout pas le problème. Donc dans la sobriété, si on attend une loi pour gérer tout, on va être à côté de la plaque où on n'aura fait que 50% et on peut pas se permettre de faire que 50%. Donc voilà, c'est mon esprit critique en fait. Alors, on prend une dernière question. Ce très bon webinaire est orienté sur la plateforme Android. Qu'en est-il d'iOS et des progressives web apps? Alors sur les progressives web apps et le web, c'était très orienté là sur la présentation, mais tout ce que j'ai présenté sur du web, c'est exactement pareil. Sur iOS, pareil. C'est-à-dire que je peux tester une solution web sur nos téléphones, le GDSL le traite. Sur iOS, pareil, on a de l'automatisation. La seule chose pour l'instant qui n'est pas ISO sur iOS, c'est qu'on n'a pas mis d'iOS sur le téléphone, sur le test bench. Donc c'est plutôt des choses qui sont en local. Et les métriques, c'est pareil, on n'a pas la même granularité de métriques iOS, mais on a l'impact environnemental et la performance. Pourquoi iOS, c'est plus qu'on s'est d'abord focalisé sur Android. iOS était plus fermé. Et iOS, pour vous expliquer aussi, on met des sondes hardware, c'est-à-dire qu'on vient vraiment se connecter sur le téléphone, ce qu'on ne fait pas sur Android ou très rarement, on vient se connecter sur le téléphone. Donc actuellement, on est en cours d'industrialisation de boîtiers qui permettent que ces téléphones soient chez le développeur ou dans notre test bench. Donc c'est dans la roadmap, ça va arriver sûrement en 2022. Mais on est bien toutes les technos et voilà, on va sur Android, maintenant sur iOS, encore plus poussé, sur le web. Et quand on est sur les technos, on est agnostique des technos, c'est-à-dire que vous fassiez du Flutter, du natif Java, du web, de l'hybride, nous, c'est totalement transparent. Voilà, je pense qu'on va clore sur cette question-là. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions directement sur notre formulaire de contact sur notre site. Ou alors, Olivier, si tu peux afficher la slide avec ton email. Voilà. Ça met un peu de temps. Voilà. Voilà. Vous pouvez nous contacter si vous avez si vous voulez aussi mesurer. Après, dans tous les cas, j'espère que ça vous a aidé sur comment aller sur une démarche, être aussi avoir votre esprit critique dans la sobriété numérique, parce qu'on en entend parler beaucoup et il faut agir et on va dire trouver votre solution pour agir, c'est ça la chose, hein,
C'est de dire, il commence à avoir plein d'outils, plein de bonnes pratiques. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses pour dire, voilà, on ne sait pas quoi faire. On peut y aller. Et je pense que on va le voir. En fait, il va y avoir des retours aussi côté utilisateur. Et c'est ça aussi qu'il va falloir travailler. C'est dire qu'on mesure bien sa solution, qu'on a fait des bonnes actions et qu'elles sont réelles et que c'est bon pour l'utilisateur. Et on va communiquer sur ça. Et il va falloir faire attention à ça parce que l'utilisateur, il va être de plus en plus critique sur ces allégations en fait sur nos actes. Donc il va falloir être sérieux parce qu'on on voit bien dans plein d'autres domaines, hein, sur le greenwashing, sur l'automobile, sur les produits, sur les publicités. On peut plus se permettre de faire des impasses sur la précision, sur nos actions. Donc voilà, il faut vraiment être sérieux sur ça, et c'est pour ça que nous on travaille sur ça, mais on a aussi, il y a plein d'autres acteurs qui travaillent sur ce domaine-là, et donc agissons. Voilà, je vous remercie et à bientôt et bon courage pour l'implémentation de la sobriété.